Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la chambre pour Proust et on va partir d'une citation tirée de l'œuvre Les plaisirs et les jours. Quand j'étais enfant, le sort d'aucun personnage de l'histoire sainte ne me semblait aussi misérable que celui de Noé, à cause du déluge qui le tint enfermé dans l'arche pendant 40 jours. Plus tard, je fus souvent malade, et pendant de longs jours je dus rester ainsi dans l'arche. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche, malgré qu'elle fût close et qu'il fût nuit sur la terre. Cette citation est particulièrement longue, ce qui est un trait caractéristique du style de l'écriture de Marcel Proust. En effet, Proust, quand il tombe malade, il repense à la figure biblique de Noé, qui a été contraint dans l'arche dans l'obscurité de la nuit, sans accès à l'extérieur. Initialement, il le considérait comme misérable, mais, se trouvant dans la même situation, il s'aperçoit que la meilleure manière d'observer le monde est en vérité de s'isoler le plus possible, évitant ses influences et pratiquant l'introspection pour mieux comprendre le monde extérieur à travers nous-mêmes. Proust découvre ainsi la dimension isolée de sa chambre, où on sait qu'il vivra sa vie dans ses dernières années. Une particularité, c'est qu'il écrivait la nuit et dormait le jour, et son rapport avec ses servants se passait par des feuillets, aussi bien que sur son lit de mort. Par ailleurs, on sait que Marcel Proust a vécu une longue partie de sa vie à l'intérieur de certains hôtels, souvent pas dans les chauds étés parisiens. Un hôtel dans lequel Proust dit s'être trouvé particulièrement à l'aise, qui ne se trouvait pas à Paris, est le Grand Hôtel de Cabourg, dont il appréciait particulièrement la vue mer de l'eau, une expérience qu'il avait toujours désirée sous la Seine. En parlant de Paris, par contre, on connaît l'hôtel Ritz, dans lequel l'écrivain reste, il le décrit comme familier. Mais en tout cas, il dit qu'il lui serait impossible d'y vivre dedans, à cause des nombreuses distractions acoustiques, comme par exemple on peut parler des douches, ou encore les coliques ou les appels téléphoniques. On sait aussi que le rêve de Proust, comme il le raconte lui-même, était de vivre à l'intérieur d'un scaphandre. Donc, voyons un peu comment, même sur la base de quelques impressions plus ou moins superficielles, Marcel Proust se démarque par sa personnalité introvertie, mais en même temps facilement arrêtable, ou quand même très sensible aux distractions du monde extérieur. La chambre de Proust, c'est le centre créatif d'où se développe sa production littéraire et en particulier celle du roman À la recherche du temps perdu. Même dans ce roman, la chambre est un lieu privilégié où toutes les rêveries et les souvenirs des personnages ont lieu. La chambre glisse au cours du roman, dans le temps et dans l'espace, et elle occupe une place inaugurale. En effet, on peut voir que dans l'incipit, le narrateur se réveille dans une chambre qu'il ne parvient pas à identifier immédiatement. Et s'abandonne donc aux rêveries qui suivent une nuit presque sans sommeil, où il revoit les différents types de chambres qu'il occupait pendant sa vie. En particulier, on peut se focaliser sur 3 types de chambres qu'il décrit, c'est-à-dire celle d'hiver, celle d'été et celle de Louis XIV. La chambre d'hiver est un véritable abri du froid, un lieu où le lit devient comme un nid et où en général l'homme trouve de l'apaisement en étant séparé de l'extérieur. Tel pourrait être le cas de la chambre à Combray de Tante Léonie, qui est un personnage qui reste reclus dans sa chambre, dans son lit, motivé par un refus du dehors, déclenché par la mort de son mari, Octave. Tout au contraire, dans la chambre d'été, les fenêtres sont ouvertes. Il y a donc un échange entre intérieur et extérieur. Cette réflexion sur les chambres est le premier épisode de la malaise éprouvée par le narrateur lorsqu'il doit s'endormir pour la première fois dans une chambre inconnue. Parce que, comme j'ai déjà dit, le narrateur vient de se réveiller et il n'arrive pas à reconnaître la chambre où il se trouve. C'est comme ça qu'on arrive au 3e type de chambre, c'est-à-dire celle de Louis XIV, qui est un lieu inconnu, incertain, par conséquent hostile, qui trouble le narrateur et les jette dans un état d'inquiétude, en donnant origine à ses angoisses. Cela se vérifie aussi dans la chambre du Grand Hôtel lors du premier séjour à Balbec, car il s'agit effectivement du premier séjour du narrateur dans un nouveau espace qu'il ne connaissait pas avant. Cet effet se produit car pour Proust, c'est l'habitude qui rend un logis habitable, et grâce à elle, la chambre devient comme une expansion de soi. D'accord, merci. Maintenant, on va parler un peu de nos expériences personnelles avec nos chambres et le rapport qu'on a avec nos chambres. Parce que
c'est quelque chose de très important quand on parle de ce sujet en particulier en parlant de Proust. Bon, donc, je vais commencer. Pour ce qui concerne mon expérience personnelle, la chambre est un lieu fondamental qui reflète suivant des humeurs intérieures. On va en parler après. Et par exemple, il m'est arrivé bon, je pense, il y a environ 2 ans, que je devais échanger des chambres avec ma sœur. Et même si ça pourrait un peu sembler ridicule, je comprends, mais cela a des vraies conséquences pour moi. L'une des nombreuses choses qui ont contribué à ce changement de perspective était le fait que les deux chambres sont orientées différemment. Et donc, dans mon ancienne chambre, à l'aube et tout au long de la matinée, le soleil rayonnait de lumière dans toute la pièce, donc c'était très joli, non? Et alors que dans ma chambre actuelle, donc la chambre que j'ai pris après, le soleil n'arrive presque jamais, ni le matin ni l'après-midi, donc pendant toute la journée. Et cela la rend vraiment moins brillante, mais aussi plus insipide, si on peut la décrire comme ça. En fait, personnellement, je base beaucoup mon humeur sur la météo, et une pièce sans soleil n'est certainement pas favorable pour moi, comme vous pouvez le comprendre. Mais je m'en suis rendu compte de cela il y a peu de temps, je pense 2 ou 3 mois, lorsque, entrant dans ma chambre, je vois un rayon de lumière proche de mon lit, auquel je n'étais plus habitué parce que je vois jamais le soleil dans ma chambre. Et j'ai découvert, avec tristesse un peu je peux dire, que ce n'était qu'un reflet du soleil sur la fenêtre d'un voisin. Donc voilà ma découverte et qui m'a fait vraiment réfléchir à propos de l'illumination dans ma chambre et cette réflexion avec mon humeur intérieure, que c'est très important pour moi. En conclusion, donc, pour moi, la chambre est l'endroit où je passe le plus de temps. Par exemple, quand je joue de la guitare, moi, je suis toujours dans ma chambre, en fait. Ou encore, quand j'étudie, toujours dans ma chambre. Donc, je passe vraiment beaucoup de temps dans ma chambre. Et par conséquent, elle influence fortement mon humeur intérieure, même avec des choses simples, comme on a dit, la lumière avant. Et par conséquent, pour maintenir cette relation, on peut dire, de cohérence entre mes humeurs intérieures et ma chambre, j'ai décidé après de mettre des lumières colorées, des LED, sur les murs, afin que même lorsque la pièce est grise, je puisse la faire briller si à l'intérieur je suis brillant, si on peut le dire comme ça. Et si c'est possible, rendre même moi plus heureux en utilisant les lumières. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est un peu étrange, je dis, mais c'est mon rapport avec ma chambre. Et donc, à mon avis, c'est très important de personnaliser sa propre chambre afin de créer une ambiance agréable pour nous-mêmes. Et on pourrait aussi, je pense maintenant, transformer une expression italienne. Je vais traduire pour vous, pas de souci. Et à propos de ce sujet et de cette vision de la chambre comme un miroir de l'intériorité, on pourrait dire montre-moi ta chambre, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est ça. Je passe maintenant la parole à Joël. À propos de mon lien avec ma chambre, je pense avoir plusieurs choses à raconter. Premièrement, je dois introduire un personnage fondamental, mon petit frère. On a partagé la même chambre pendant plus de 10 ans et on l'a vu changer au fil de notre croissance. Quand on était petit, ça a été notre espace pour jouer, où on a formé une grande partie de celles qui sont nos mémoires d'enfance. Plusieurs fois, la disposition d'immeuble a changé. Je pense que cela a été très important pour nous permettre de ne jamais nous trop habituer et donc nous donner de nouvelles stimulations, même au niveau créatif. Quand mon frère est arrivé au collège, il a demandé à avoir une chambre seulement à lui, ayant le désir d'avoir son espace personnel. Cela m'a fait douter de notre rapport, pensant que la cause de ce désir était liée à moi, ce qui n'est pas tout à fait faux. En effet, le partage de cet espace commun et de notre entrée dans l'âge de la puberté a demandé la séparation de nos vies de tous les jours pour éviter que notre rapport ne devienne un rapport de colocataire, mais que notre lien fraternel reste bien soudé.
Cette séparation a été, sans que je m'en aperçoive, fortifiante, nous permettant de nous retrouver, chaque fois qu'on le désirait, dans la chambre de l'un ou de l'autre, sans abuser de notre respective présence. Avec l'arrivée du confinement et notre permanence totale à la maison, on s'est aperçu de combien de bénéfices il y avait en avoir des chambres séparées. Cette période, qui a duré pendant presque 2 ans, a été mentalement destructive pour tous, et là j'ai compris complètement l'importance d'avoir un espace personnel. En découvrant Proust, je me suis tout de suite retrouvé dans sa manière de vivre. Sa vie nocturne et son isolation de la société pour retrouver soi-même sont des caractéristiques que je pense avoir éprouvées aussi. Finalement, je peux dire que la chambre, comme espace privé, joue un rôle fondamental dans la vie d'une personne. De plus, si on la considère comme lieu de réflexion, sans craindre que quelqu'un n'interrompe nos pensées les plus profondes. Par rapport à mon expérience, je n'ai pas un véritable lien exclusif avec ma chambre, puisque j'aime pas du tout les lieux solitaires et à l'intérieur. Ma claustrophobie joue sûrement un rôle important quand même, car elle m'empêche d'être complètement à l'aise dans un lieu fermé. Par contre, pour me relier aussi à la citation initiale sur l'Arche de Noé, je me rappelle bien que quand j'étais petite, j'avais l'habitude de jouer tous les jours avec mes amis du quartier. Mais naturellement, il y avait des jours où j'étais en punition, ou tout simplement je devais faire mes devoirs. Donc je restais dans ma chambre étudier. Puis je regardais de la fenêtre mes amis dans la cour qui jouaient. Et je me disais que je devais aussi trouver le moyen de m'entretenir, même si je disposais que de ma pensée, que j'étais privée de toute stimulation. Dans ces moments, je commençais à penser beaucoup, à inventer des histoires et à me questionner surtout en suscitant de nouveaux intérêts. Et grâce à ces moments-là, j'ai développé une grande imagination et créativité qui me sont encore utiles aujourd'hui. Cependant, toute seule dans une chambre, c'est ennuyant et ce n'était pas à la hauteur des moments passés hors de la maison. Et comme je suis aussi extravertie, les interactions sociales, aussi bien que les connaissances des autres, m'enrichissent. Il est donc oui certainement intéressant de voir à quel point la pensée humaine n'est pas stérile du tout, même sans avoir aucune expérience concrète particulière, mais on obtient les vraies émotions seulement quand on vit le monde sur sa propre peau, sans se limiter à observer et à abstraire. J'ai aussi appris qu'il ne faut pas forcément se confiner physiquement dans un espace pour s'isoler, et parce que la pensée est déjà un lieu de réflexion intime, on peut dire fermé, et nous pouvons exploiter cette qualité afin de nous isoler mentalement où que nous soyons et en compagnie de n'importe qui. Tandis que se confiner constamment physiquement dans un espace, même si confortable, je pense que c'est un geste nécessaire et contre nature. Pour conclure, je n'aime pas passer beaucoup de temps en solitaire dans ma chambre parce que le sens d'angoisse provoqué par la solitude elle-même et la claustrophobie prévaut sur l'impulsion de créativité et d'inspiration, et selon moi ça ne vaut pas la peine du tout parce que j'ai appris à vivre et à élaborer dans la pensée le monde en même temps. Nous, on a assez parlé, donc on demande à vous. Est-ce que ce sont les lieux qui influencent la vie intérieure des personnes, ou c'est l'individu qui modèle le monde autour de lui se basant sur son état d'esprit? Et plus important encore, est-ce que Proust est un cas singulier, ou c'est plus commun de trouver inspiration à l'égard du monde plutôt qu'immergé dans celui-ci?